bonjour. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce tout nouveau vlog, ce vlog tout neuf que je pars en ce lundi 15 mai, très venteux, un peu grisouné, ensoleillé. C'est comme une journée indécise aujourd'hui. Et je dirais que je suis assez en phase avec la météo aujourd'hui. Donc, je voulais lancer ce vlog-ci dès maintenant, puisque j'ai encore un petit peu de temps de congé devant moi avant le retour au boulot demain. Et ben voilà, donc je lance la semaine. Et qu'est-ce que j'ai comme plan cette semaine? Écoutez, j'ai commencé une lecture audio dans le vlog précédent, mais j'en ai même pas parlé. Vous avez l'exclusivité de la lecture audio. Vous ne serez pas vraiment surpris. J'ai un petit peu tergiversé, mais comme finalement je l'ai entamé un petit peu hier, j'ai décidé de la poursuivre. Puis ensuite, j'ai peut-être déjà ma deuxième lecture audio pour la semaine qui est déjà prévue. Alors, j'ai finalement décidé d'entamer le fameux Towards Zero de Agatha Christie en version audio, lu par Hugh Fraser. Pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, cette histoire-là, en français, c'est l'heure zéro. Et c'est une histoire qui met en scène, entre autres, une famille singulière, en fait, Neville Strange. Ouais, Neville Strange, qui a été, dans le fond, pas la gouverne, mais sous la tutelle, il y a une famille qui s'occupait de lui, qui était en campagne, qui l'avait pris un peu comme en adoption et tout ça, et qui va décider de revenir chez cette famille-là. Donc, en ce moment, il reste seulement la vieille dame qui est là, qui était accompagnée, sa dame de compagnie, comme il vient à chaque année. Et cette année, il va décider de venir avec sa toute nouvelle femme, qui est Strange, et il décide d'y aller en même temps que son ex-femme va y être, donc Audrey Strange, de qui il a divorcé pour se marier à sa nouvelle femme. Et il trouve visiblement que c'est une bonne idée que sa nouvelle femme et son ex-femme deviennent les meilleures amies. Alors voilà, ça c'est la prémisse. Et évidemment, sa proche parente, la vieille dame chez qui il va aller, est plus ou moins d'accord avec ça, mais bon, comme elle essaie de s'adapter aux nouveaux temps et aux nouvelles modes, ben, elle décide comme elle a parlé à la fameuse Audrey, qui est la femme laissée. Elle semble être d'accord avec ça. Donc, elle dit, ah ben c'est beau, il n'y a pas de problème. Et toute cette belle bande va se retrouver chez cette dame-là en septembre. Et écoutez, les choses potentiellement vont peut-être tourner au vinaigre. Donc, c'est un Agatha Christie que j'ai dans le cadre du Read Christie 2023. Et ce mois-ci, la contrainte du mois de mai, c'est de lire un livre dont le motif du meurtre et la trahison. Il me semble bien que c'est ça, betrayal. Ouais, la trahison. Et voilà, donc c'est pour ça. Il y avait d'autres romans qui étaient proposés, dont un roman de Mary Westmacott. J'en ai parlé dans le dernier vlog, mais je vais vous le répéter rapidement. Donc, le titre qui était proposé officiellement, c'était Unfinished Portrait de Mary Westmacott, en français, un portrait inachevé. Et c'était une romance. Et Mary Westmacott, c'est l'autre nom de plume d'Agatha Christie, là, pour ceux qui ne le savaient pas. Je fais comme si c'était évident, mais j'ai pas pensé. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Et j'ai toujours voulu lire du Mary Westmacott, mais là, on dirait que j'étais moins dans le mood, surtout que ça disait romance. Puis de ce temps-ci, j'ai pas une super bonne expérience avec les romances. Donc, j'ai décidé que, bon, je laissais un petit peu faire cette lecture-là et je me rabattais plutôt sur les suggestions alternatives que le compte officiel d'Agatha Christie pouvait suggérer, donc Towards Zero. J'ai déjà lu ce livre-là, ça fait très longtemps. Sinon, je l'ai vu souvent en adaptation télévisuelle. Jusqu'à maintenant, ça commence pas tout à fait de la même façon. Donc, ce que je comprends, c'est que ça commence un peu en amont, avant que les fameux Neville Strange et ses deux femmes arrivent en ligne de compte. Ça commence par un juge, le juge Treves, qui parle justement du fait que certaines personnes peuvent faire en sorte qu'ils vont se diriger vers ce qu'on appelle l'heure zéro. Donc, que oui, il peut arriver un moment où est-ce qu'il va y avoir l'heure zéro qui va faire en sorte que les choses vont se passer, puis ça peut s'appliquer également dans un meurtre, un moment où tout est possible parce que tout est comme aligné pour que ça se passe. Donc, c'est ce que j'avais compris du début. Puis ça, c'est souvent pas là dans les adaptations télévisuelles, donc je trouve ça intéressant. Je vais voir s'il y a d'autres similitudes.
Je l'ai quand même vu souvent, mais pas aussi souvent disons, que les Miss Marple et autres compagnies. Parce que dans celui-là, si je me souviens bien, c'est un... Ben là, en tout cas, il apparaît dans le début aussi. Il y a le superintendant Battle qui est là. Donc, j'imagine que ça va plus être ça qui va se passer. Alors, voilà. Donc, Towards Zero, mais surtout Hugh Fraser qui me le raconte à l'oreille. Et ensuite, j'ai finalement trouvé une autre façon d'accéder à la version de Elma de Eva Björg Aiguise de tir. Parce que j'ai essayé de le lire en français, je vous disais, je trouve pas de version audio parce que je me doute que si je vais essayer d'y accéder, il va falloir que je l'écoute en audio parce que j'ai un peu peur de ce que ça va donner la littérature nordique. Puis je me dis que si je l'entends avec un bon narrateur, ça pourrait bien fonctionner. Puis je ne trouvais pas du tout en français. Puis là, j'ai réalisé en fait que la version française que j'avais de Elma, du premier tome de cette autrice-là, de Polar Scandinave, c'était traduit de la version anglaise qui était traduite de l'islandais. Donc, plutôt que de traduire de l'islandais directement en français, on a utilisé la version déjà traduite en anglais, puis à partir de la version en anglais, on l'a traduit vers le français. Puis ça, habituellement, les traductions croisées, j'ai bien de la misère, parce qu'il y a déjà dans une traduction, c'est tout un défi d'essayer de rendre l'essence d'un texte en passant d'une langue à l'autre, puisqu'il n'y a pas toujours des équivalents pour tout. Et dans le sens où des fois ça perd un peu de sa nuance, ou bon, peu importe, parce que tout n'est pas traduisible. Et puis là, si en plus on est parti d'une version qui a été traduite en anglais, puis qu'on l'a traduite ensuite en français, il me semble qu'on a des chances de perdre au change. Donc, comme je voulais essayer d'être le plus proche possible du texte original, mais que bon, je parle pas islandais, malheureusement, je l'ai trouvé en anglais. Et en anglais, ça s'appelle The Creaks on the Stairs. Et je l'ai trouvé en anglais en livre numérique et en audio, puisque j'ai trouvé une nouvelle plateforme, un peu le même principe là, que Kobo ou que Audible, puis sur laquelle je pouvais y accéder. Donc, c'est-tu sur ça? Peu importe. J'ai trouvé la version audio en anglais, c'est plus facile à trouver. Je pense que je mélange dans mes pinceaux. Donc, j'ai trouvé en version audio, ce qui fait que lorsque j'aurai terminé Towards Zero, je vais passer au fameux Eva Björg Aiguise de tir dont je vous parle depuis genre 4 vlogs. Et voilà. Donc pour le moment, c'est ça mes plans pour la semaine. Je suis désolée pour le son, même si on est en ce moment dans la période du mai des pollinisateurs où on est censé ne pas tondre sa pelouse pour laisser la place pour que les pollinisateurs puissent y aller. On dirait que mes voisins n'ont pas eu le mémo. Alors voilà. Désolée. Alors écoutez, sur ce début de vlog, comme à l'habitude, je vais dire à mes livres et allons-y! Hey, alors coucou! Je vous fais un petit bonjour parce que j'ai reçu quelque chose que j'avais demandé, qui est la suite logique de ceci. Oui, j'ai décidé de ne pas résister à l'envie de compléter une collection. Alors, attention aux oreilles, j'ai pas pré-ouvert ce colis et je l'ouvre à l'instant. En espérant que ça se soit rendu. Ouais, quand même, je pense que c'est pas si mal. Je crois que ça peut aller. Alors, est-ce en état? Oui! Alors, donc, pour ceux qui ont deviné, ce que j'ai reçu en fait, c'est les 4 derniers tomes. Ça, c'est un peu abîmé, mais bon, c'est pas grave. Les 4 derniers tomes de la série des Miss Marple chez HarperCollins en version hardback, mais version Royaume-Uni. Donc, il me manquait 4 tomes. Il me manquait A Caribbean Mystery. Donc, on voit ici la dame du couple. Voilà. Ensuite, j'avais également The Mirror Cracked from Side to Side.
avec le côté glamour, mais en même temps terrifiant. Ensuite, le fameux Nemesis avec Miss Marple. Oh, c'est tellement cool. Et enfin, un de mes classiques, à Bertram's Hotel. Donc, en forme de clé, la petite personne ici, qu'on revoit ici. Alors, voilà. J'ai maintenant les 12 Miss Marple en version toute jolie et ben, je suis bien contente. Ça m'ensoleille la journée. Je voulais juste vous prendre pour vous dire ça parce qu'en fait, je suis en train de également terminer potentiellement. Peut-être ce soir, je l'ai en audio, mais je pense que je vais peut-être le finir en numérique, là, de terminer, on va rester dans le thème Agatha Christie, de terminer ma lecture audio de Towards Zero d'Agatha Christie. J'ai presque terminé, donc je vais vous en parler de toute façon dans très peu de temps. Alors, écoutez, c'était juste ce mini boucal-là que je voulais vous faire. Puis, bah, je vous reprends dès que je peux. Alors bonjour, je vous fais un petit coucou rapide parce que j'ai terminé ma lecture audio du fameux Towards Zero pour le Read Christie 2023. Et en fait, j'ai terminé en livre numérique parce qu'il me restait presque 1 heure hier, puis je l'ai terminé là, directement. Écoutez, ça a été une bonne lecture, mais je pense que j'avais un souvenir un peu plus enthousiaste de Towards Zero, où je connaissais trop l'histoire. Je pense que je me souvenais pas mal des tenants et aboutissants, je me souvenais pas mal de l'intrigue, du dénouement aussi. Donc peut-être que ça a un peu influencé. C'est quand même très très bien construit. Je pense que si on n'a jamais lu ce livre-là, c'est excellent. Ça met surtout de l'avant un enquêteur différent qui est le superintendant Battle, qui est excellent, qui a l'air de rien comme ça, qui est un policier qui a l'air un petit peu lourdeau, pas trop habile, et puis qui finalement a vraiment une intelligence acérée par rapport à ça. Donc, j'ai bien aimé ça. J'ai aimé l'implication de le superintendant Battle. Les personnages sont très, très bien construits. Il y a beaucoup, beaucoup de stratégies pour emberlificoter le lecteur. Je dirais que mon seul bémol, finalement, c'est la fin. Je parle pas du dénouement, là, mais disons le post-dénouement. Il y a comme eu un petit moment, un petit post-dénouement. Puis je me souvenais plus que ça se terminait comme ça. Puis on dirait que j'ai trouvé que cette espèce de post-dénouement-là, c'est un petit peu comme en queue de poisson. Je comprends pas trop d'où ça sort. Donc, il y a peut-être ça qui m'a comme un petit peu fait en sorte que mon souvenir, ben pas mon souvenir, mais que ma lecture, ça s'est un petit peu soldé sur une mini-déception. Mais vraiment, si vous avez jamais lu L'heure zéro, là, Towards Zero, ça vaut la peine d'être découvert. Vraiment bien, c'est vraiment bien construit, c'est habile. Puis, si jamais vous avez vu les adaptations télévisuelles, bon, il n'y a pas de gros changements majeurs par rapport à l'intrigue, mais je vous dirais que il y a eu vraiment des adaptations télévisuelles qui ont été faites. Il y a des personnages complets qui ont été changés. Entre autres, la personne qui est un peu comme le lanceur d'alerte ou l'espèce de personnage par qui tout va débouler, c'est pas du tout le même personnage. Son rôle n'est pas du tout le même. Donc, vraiment, là, malgré mes petites réticences, je vous le recommande vraiment avec enthousiasme, ce petit opus-là d'Agatha Christie. On sort du Hercule Poirot, on sort du Miss Marple, c'est bien écrit, ça fait du bien, donc belle petite lecture. Les deux MC Beaton que je viens de lire, plus la série de Bridgerton que j'ai regardée, enfin, c'est un peu trop pareil. Du coup, je sais pas, là, c'est pas un aspect désagréable, j'aime bien, je pense que j'aime bien. Eh bien, je vous fais un petit coucou en ce vendredi matin.
Avec mes petits yeux endormis, le lever a été plutôt matinal, mais j'en profite pour relaxer en avant-midi avant d'aller au boulot. Alors, je vous parle parce que je suis en train de... j'ai deux choses à vous dire. Donc, je suis en pleine lecture audio de mon premier fameux polar scandinave. Donc, le premier tome de Eva Björg Egisdottir, en anglais The Creek on the Stairs. Et ça se passe bien, ma foi. J'aime bien, c'est une évolution assez lente dans une Islande hivernale, donc sombre. Oui, on sent qu'il y a beaucoup de secrets cachés. Pour le moment, il y a des choses qu'on évoque qui semblent rudes, mais comme c'était un peu évoqué, comme je vous disais, dans l'espèce de petit topo sur les polars scandinaves que nous a proposé la bibliothèque de Laurie. Je vais vous mettre Endel sur YouTube si jamais vous voulez aller voir, c'est vraiment bien fait. On dirait que ça va pas... ça s'appesantit pas nécessairement sur les descriptions des horreurs potentielles qui sont mises là au fur et à mesure de l'intrigue. Donc, c'est plus comme... Ça va être un roman quand même où on va bien créer une ambiance, où les personnages sont bien construits, où les, les péripéties vont quand même s'enchaîner relativement bien. Puis où on va des fois faire oh mon Dieu, on voit où ça s'en va, mais ça c'est pas comme en mode voyeurisme. Donc pour le moment, pour moi et ma petite sensibilité, c'est gérable. Donc ça va. Et sinon, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on va, cette histoire-là en particulier, va faire en fait des sauts dans le passé. Donc, on est j'oserais pas trop le prononcer, je pense que c'est Akran. Désolée pour la prononciation. Donc, Akran, qui est en Islande, bien entendu. Et on va suivre Elma, qui est une policière qui travaillait avant à Reykjavik, mais qui vient d'Akran et qui décide de retourner dans son patelin pour des raisons qui semblent la regarder et qui veut se joindre, dans le fond, au poste de police de cette bourgade dans laquelle elle a évolué et au sein de laquelle elle connaît pas mal tout le monde, finalement, parce que tout le monde se connaît. Et elle va finir par être mêlée à ce qui semble être un crime de prime abord un peu inexplicable d'une femme mariée avec enfant, morte près d'un vieux phare ou des jeunes qui se rendent là. Donc plus ça va aller, plus on va faire le lien entre les différents sauts dans le passé qu'on fait dans cette intrigue-là, c'est-à-dire ça va se dérouler en parallèle en 2017, si je me souviens bien, et au début des années 80, où on va suivre une personnage qui s'appelle Elisabeth, à peu près. Là. Ça s'écrit pas pareil, mais ça se prononce de la même façon, visiblement. Et qui semble vivre des choses terribles. Donc, son père qui est décédé, sa mère qui n'est pas capable de gérer le départ de son conjoint et la mort trop tôt de son nouveau-né et qui sombre dans comme l'alcool, les dépendances. On sent que la jeune enfant a peut-être vécu même des abus, mais tout est juste évoqué. Et dans le fond, la personnage principale, la première personne qu'on va retrouver morte dans la temporalité 2017 se prénomme Elisabeth. Donc, on essaie de voir s'il n'y a pas un lien, dans le fond, entre les deux. Donc, jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup. Est-ce que c'est un coup de cœur? Probablement non, mais je suis agréablement surprise de mon appréciation de la plume et que je ne sois pas totalement traumatisée. Donc, ça se déroule bien. Si vous me voyez faire ça, c'est parce que j'ai un chat ici qui est là, que vous ne voyez pas. Et si je la flatte pas, je pense qu'elle va juste comme vous proposer sa queue touffue dans la caméra. Alors, voilà. Alors, donc ça, c'est ma lecture en cours. Sinon, ce matin, quand je me suis levée très, très tôt, mon conjoint partait tôt, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle lecture à laquelle j'ai pu avoir accès via netgali.fr, donc grâce aux éditions Seuil qui ont mis une épreuve, je pense que c'est pas une épreuve non corrigée, je pense que c'est vraiment un service de presse à la disposition de ceux qui en font la demande selon leur évaluation. Alors, c'est un livre d'un auteur que j'ai lu il y a un bon moment, qui fait dans la science-fiction, et c'est Yoann Elliott. Je l'avais connu avec la série CIEL 2.0. Si jamais vous n'avez pas lu ça, ça vaut vraiment le coup. C'est une tétralogie, supposément pour ados. Je crois qu'il est publié chez Gulfstream, il me semble, éditeur, je ne suis pas sûre. Et c'est excellent, dans le fond, là, c'est vraiment une dystopie qui
se présente, dans le fond, dans un monde où soudainement, euh, euh, les réseaux Internet auraient lâché et on sent que visiblement ce qu'on avait mis en place qui gérait jusqu'à maintenant pas mal les choses cléricales comme la gestion de l'énergie, tout ça, c'était des intelligences artificielles qui géraient ça. Puis là, on dirait que cette intelligence artificielle-là a comme un peu pris le pouvoir sur les humains et ça va se passer à différents endroits dans le monde. Donc, on va suivre différents personnages qui ont un lien entre eux, puis ça va être comment être l'humain va faire face à cette situation-là où l'intelligence artificielle que l'humain a lui-même créée semble vouloir prendre le relais. Donc, ça, c'était CIEL. Donc, évidemment, j'avais beaucoup d'attentes quand je suis arrivée avec ce titre-là de Johan Elliott. Ça s'intitule Nouvelle Ère. C'est aussi un roman pour adolescents. C'est publié chez Seuil Jeunesse. Et je voulais la quatrième. Ouais, je voulais la quatrième, c'est beaucoup plus simple. Alors, voici ce que dit la quatrième selon le site de l'éditeur. Un beau matin, une ville tout entière reste plongée dans un profond sommeil. Enfin, presque. Eddie a lu des histoires à sa petite sœur Zora qui n'arrivait pas à dormir. Carla a passé la nuit à danser. Riyad était de garde à l'hôpital. Paul, lui, ne dort plus depuis que sa femme est hospitalisée. Ils sont les seuls à ne pas s'être endormis, les seuls restés éveillés. Et quand les habitants émergent enfin, ces cinq-là ne les reconnaissent plus. Bienvenue dans la nouvelle ère, leur annonce-t-on, une ère où les hommes seront altruistes, pacifiques, éco-responsables. Eddie, Zora, Carla, Riyad et Paul devront-ils sacrifier eux aussi leur identité? Devenir parfaits comme leurs concitoyens? Ou parviendront-ils à préserver leur liberté en déjouant cette incroyable machination? Avouez quand même que la première, c'était intéressante. Alors, ce livre-là, je vous en parle, puis en fait, il vient tout juste de paraître en Europe, je crois, ouais, le 12 mai. Puis nous, ici au Québec, il va paraître à la mi-juin. Donc, je l'ai dévoré finalement ce matin. Je me disais que ça pouvait se faire. C'était assez court. C'est à peu près, court. Pour un roman jeunesse, non, mais pour une science-fiction, de mon côté, ça allait. C'est 272 pages en version papier. Moi, je l'ai lu en numérique. Et comme tous les livres de Johan Elliott, habituellement, ça se lit pas mal d'une traite en général. J'y ai retrouvé les stratégies de Johan Elliott assez efficaces qui étaient dans la série CIEL, c'est-à-dire qu'on va varier les perspectives. Donc, on va voir l'histoire se dérouler selon les points de vue des personnages qui ont été nommés, donc les 5 personnages. Au départ, un à la fois, puis ensuite, dépendant de s'ils se retrouvent et si leur destin se croise, je vous en dirai pas trop. Donc, c'est sûr que si un ou deux personnages sont ensemble, ça va être un peu comme la perspective de ces deux personnages-là qui va être exprimée dans les chapitres. C'est des courts chapitres, des chapitres, puis une intrigue dans laquelle on entre directement dans l'action. Donc, la prémisse que vous avez là, elle se passe vraiment vite. Automatiquement, on entre dans le matin où tout le monde constate que à part eux-mêmes, les 5 personnes, tout le monde est endormi. Les gens ne sont pas morts, mais sont endormis, ils ne sont pas réveillables, entre guillemets. Et la panique va rapidement s'installer et on va s'en suivre, dans le fond, une intrigue assez haletante avec vraiment, vraiment, vraiment plein de rebondissements. J'ai vraiment beaucoup aimé la lecture. Pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur comme l'a été la série Ciel. Et je vous explique pourquoi. Tout ce que je vais vous mentionner, c'est relié pour moi à un bémol que j'ai eu, puis je pense que tout ça est relié, donc c'est pas que c'est mal fait, c'est simplement que j'ai l'impression que celui-là, c'est comme un one-shot. Donc, une histoire en un tome, une histoire complète en un tome, et j'ai l'impression que ça aurait pu être peut-être une duologie, ou alors une histoire complète en un tome, mais un petit peu plus substantielle en longueur. Parce que ce que ça fait, autant le côté multiplication des points de vue, intrigue basée dans l'action que j'avais apprécié dans le CIEL 2.0, ça faisait vraiment que c'était addictif, que ça nous plongeait complètement dans le contexte. Autant j'apprécie ça absolument de l'auteur, mais là, dans Nouvelle Ère, comme ça se passe dans un espace assez restreint, le fait que ça a été en accéléré, pour moi, ça a comme un peu enlevé à ma capacité à croire à ce que ça puisse être possible. Ben là, je sais que c'est de la science-fiction, là. Disons probable. Est-ce que ça puisse être probable? Ce qui arrive, c'est que les personnages, dès le départ, vont commencer à constater les choses, puis vont rapidement, on dirait, constater que ça semble généralisé, que ça les fait paniquer. Est-ce que ça serait une machination? Mais vraiment rapidement. Alors que je me dis qu'un humain, potentiellement, qui découvrirait que les autres ne se réveillent pas, oui, il va y avoir un mouvement de panique, mais est-ce qu'il penserait automatiquement à, par exemple, une épidémie, une pandémie, bon, peut-être après la pandémie de COVID-19, peut-être, mais est-ce qu'on penserait tout de suite à une machination?
Et comme les personnages qu'on va suivre sont de différentes générations, donc on a Eddie et Zora qui sont plus jeunes, Eddie comme adolescent, Zora qui est vraiment primaire, Carla que moi j'ai vu Clara, peut-être que c'est une épreuve d'en corriger finalement, mais en tout cas, Carla qui est une adolescente, une fin d'adolescent, je pense, lycée, disons jeune adulte. Riyad qui est plus mi-vingtaine et Paul qui est un octogénaire. Donc, on s'entend que c'est tous des points de vue qui techniquement amènent un bagage différent. Ça me donne l'impression qu'il me semble que chaque personne n'aurait pas dû réagir avec autant de rapidité potentielle à cette situation-là. Mais là, tout ce que je vous dis là, c'est simplement peut-être qu'il y a eu des contraintes par rapport à l'éditeur qu'il fallait que ça se fasse un petit peu plus rassemblé. Peut-être que c'était pas du tout l'idée de faire une zoologie. Mais le fait que ça a dû être en accéléré, pour moi, je trouve que ça a nuit un peu à ces stratégies-là qui d'habitude sont sont vraiment excellentes là, pour cet auteur-là. Puis en même temps, ça a entraîné toutes sortes d'autres choses, c'est-à-dire que oui, le style de l'auteur, c'est d'entrer dans l'action tout de suite, mais habituellement, il y a quand même un petit peu de mise en contexte. Donc, habituellement, les chapitres de départ qui mettent en scène les personnages, on comprend un petit peu plus le contexte quand même. Sans s'installer complètement, cet auteur-là fait vraiment confiance au lecteur pour faire les déductions en tant que tel qu'il soit, mais j'ai trouvé que les personnages, en raison du fait que le rythme était vraiment en accéléré, en raison de la courte durée du récit, j'ai trouvé que les personnages, on n'avait pas le temps vraiment de les asseoir. Ils étaient un peu comme dessinés à gros traits. Et puis ça m'a un petit peu dérangé parce que par après, bien entendu, les personnages vont interagir entre eux, vont avoir des réactions ensuite par rapport à d'autres péripéties, d'autres revirements de situation. Et je trouve qu'on a un peu plus de difficulté à accepter que ce soit nécessairement leur réaction parce qu'on n'a pas tant appris à les connaître finalement parce que ça s'est passé très rapidement. Et ça amène à une fin aussi tambour battant qui est un peu de domaine peut-être du wishful thinking. Mais là, ça a l'air terrible ce que je vous dis, mais c'est pas du tout terrible. Pour moi, tout ça est relié. Là. Pour moi, je recommande malgré tout ce roman-là pour des ados, à mon avis. L'auteur dit 14 ans et plus, je pense. Je sais pas s'il dit juste jeunesse, mais j'ai vu il y a des places 14 ans et plus. Et je dirais que ça pourrait être lu avant, mais c'est sûr que c'est très remuant. Ça va vraiment aborder... euh, ça va vraiment aborder ça va jouer dans la tête. Donc, ça va jouer dans les certitudes. Évidemment, le pouvoir de la science mis entre les mauvaises mains potentiellement, euh, la notion de perte de contrôle de soi-même, la notion de souhaiter vivre éternellement, mais à quel prix. Il y a aussi de l'éco-anxiété ou de l'éco-sensibilité là-dedans. Donc, c'est aussi un roman dystopique, mais en fait plutôt écologique, vraiment en lien avec la crise climatique. Donc, ça remue vraiment des sujets qui sont quand même importants. Fait que dans cette optique-là, je me dirais que oui, 14 ans et plus, parce que c'est sûr que peut-être qu'à ce moment-là, on est un petit peu plus enclin à avoir la réflexion à ça puis tout ça. Je pense quand même qu'un jeune ado de 14 ans et plus, un ado, pas un jeune ado, un ado de 14 ans et plus va peut-être lui aussi trouver que ça se fait un peu rapidement. Les liens sont un peu cousu assez à la hâte, disons. Mais en même temps, je pense que le fait que, étant donné que le style de l'auteur, comme d'habitude, c'est d'être dans l'action directement, chapitre court, rythme rapide, ça irait quand même chercher bien cette clientèle-là. Donc, c'est pour ça que je vais le recommander. Mais disons que comme adulte, j'adore la jeunesse habituellement. Puis j'ai bien aimé ça. Ça ne m'empêchera pas de relire du Johan Elliott, mais c'est pas mon préféré en tant que tel. J'aurais aimé ça qu'il se déploie un peu plus parce que je suis un peu restée sur ma faim. J'aurais aimé ça en apprendre un petit peu plus sur certains personnages. J'aurais aimé ça que dans le fond, autant le début puis la fin se déroulent pas autant à tambour battant. Vraiment, à partir du peut-être la moitié du roman, on tombe vraiment dans quelque chose que je trouve intéressant, dans le sens où on est comme au cœur des conséquences de ce qui a été constaté au départ, que les gens, dans le fond, se sont endormis et se réveillent, ne sont plus eux-mêmes, on semblerait-il. Et au cœur d'une lutte pour l'indépendance, entre guillemets, je vous en dirai pas plus pour pas trop vous divulgacher. Donc, je crois que c'est très, très bien construit. Ça mène vraiment, c'est simplement que pour moi, je pense que ça a été un peu trop bousculé. Puis ça fait en sorte qu'on n'a peut-être pas pu profiter autant que je pense qu'on aurait dû en profiter de ce roman-là, de la plume de cet auteur-là que j'adore toujours autant. Donc, voilà pour ma lecture de Nouvelle Ère, pardon. Donc, très bonne lecture. En ce qui me concerne, pas la préférée que j'ai faite de cet auteur-là, mais ça ne m'empêchera pas de continuer à en lire. Et je le recommande vraiment pour les ados.
sans problème. Comme je vous dis, pas trop épais, quand même sujet d'actualité, qui se pose des questions et tout ça, qui peut amener à la discussion également, parce qu'il faut faire peut-être un peu attention dans le sens où on a quand même une dimension un peu de fanatisme, entre guillemets, qui va s'introduire là-dedans. Donc, je vais juste vous dire, c'est pas fanatisme religieux, mais c'est une dimension de fanatisme. Donc, raison de plus pour ouvrir le dialogue avec les ados si vous les faites lire ou si votre ado le lit, pour être sûr que la communication demeure là. Parce que je pense quand même que c'est quand même bien fait assez pour qu'un esprit plus fragile puisse, à la limite, peut-être percevoir ça au premier degré, puis voir plus les avantages d'un certain fanatisme. Mais on parle pas ici de... Ben, c'est ça, dans le fond. On parle pas ici, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment un livre qui est super intéressant, qui va susciter la discussion, puis qu'on peut pas non plus... C'est comme... Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va faire en sorte que le lecteur va se retrouver dans une situation où on a l'impression qu'on sait exactement qui sont les méchants, mais en même temps, on ne peut pas être complètement contre une partie de leurs arguments. Donc, d'où l'invitation à la réflexion, très intéressante. Donc, plus j'en parle, plus finalement, non. C'est vraiment bien fait, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment personnel. Moi, personnellement, j'ai trouvé que j'ai pas pu en profiter autant que je voulais en raison du fait que des choix qui ont été faits de faire ça de façon courte et tout ça. Mais ça enlève rien quand même à la qualité du récit. Alors voilà pour ma lecture express de ce matin que j'ai faite avec mes petits yeux. Et je suis bien contente. Et puis ben là, je poursuis ma lecture en cours comme prévu. Puis ben, je vais vous reprendre comme d'habitude dès que je peux. Et bien me revoilà. Alors, nous sommes le dimanche 21 mai. Je vous reprends rapidement parce que je viens de terminer ma fameuse lecture du The Creek on the Stairs de Eva Björg Ægisdottir. C'était publié, je ne sais pas c'est chez qui. Mais bref, c'est mon premier polar scandinave. Je vous en ai parlé, j'ai fait un résumé un peu plus tôt dans le vlog. Et je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que sinon, c'est sûr, ça va vous divulgacher. Je vais plutôt vous parler de mon expérience de lecture. Donc, écoutez, ça s'est bien passé. Ça a été une très bonne lecture. Ça a été remuant. Je m'attendais un peu à ça. J'ai vu les choses arriver, mais c'est pas un thriller. Ça se passe quand même dans le domestique. Donc, on aurait pu penser à un thriller domestique, mais dans le fond, on fait beaucoup référence à des événements qui sont en lien avec le domestique en tant que tel. Et bien entendu, c'est lié à des violences diverses. Par contre, l'approche qui est choisie par l'autrice, c'est vraiment de révéler petit à petit au lecteur qu'est-ce qui se passe potentiellement, est-ce que le passé a un impact ou pas. Comme je vous disais, on est en deux temporalités. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment avoir une voix qui est en 2017 où Elma, la policière, revient de Reykjavik après, dans le fond, après la fin d'une relation avec son conjoint, et qu'elle intègre le poste de police de Akranes, qui est l'endroit où est-ce qu'elle a... Akranes, je sais pas comment on le prononce. Donc, qui est l'endroit où elle a grandi finalement. Et en même temps, en parallèle, on va suivre un trio de jeunes filles à partir de 1983, je crois, jusqu'en 1992. Donc, ça va être raconté à rebours, dans le sens où on va partir, à chaque fois qu'on va faire des retours dans le passé, ça va être pas à rebours, je veux dire, ça va être de façon chronologique à partir du passé. Donc, on reste pas une même année. On part à partir d'une année dans le passé, puis on monte tranquillement, mais toujours en alternance avec le présent. Et bien entendu, parce que ça a un rapport potentiel avec l'enquête en cours, puisqu'on parle ici de la mort inexpliquée d'une femme qui avant habitait à Akranes et qui a disparu dans des circonstances un peu mystérieuses. Donc voilà. Alors, écoutez, qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai vraiment aimé la structure du récit, justement, double temporalité, on révèle petit à petit au lecteur. J'aime bien ça, cette voie-là. Ça nous prépare tranquillement. Ça permet au lecteur de prévoir un peu peut-être qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans... Quand je dis pas, on n'est pas dans un rythme haletant, donc on n'est pas dans le thriller. Donc, on n'est pas non plus dans un roman où c'est grave si on pressent qu'est-ce qui va se passer.
parce qu'en fait, c'est comme le chemin pour s'y rendre qui est important. Donc, on est plus dans une enquête policière, mais le but, c'est comme si c'était pas tant l'enquête que le contexte, les personnages qu'on apprend tranquillement à connaître, les liens qu'on perçoit qui sont tissés entre les personnages. Ça, c'est très, très, très bien fait. Ça réinvente pas la roue, mais c'est vraiment excellent. C'est sûr qu'on peut comprendre peut-être qu'il y a eu des influences, etc. Puis l'autrice en parle quand même. Moi, vu que j'ai pas beaucoup lu d'auteurs et d'autrices scandinaves, je les perçois pas, mais je sens que c'est pas quelque chose de... On n'est pas dans l'originalité, mais c'est la façon dont c'est fait que c'est vraiment intéressant. Puis ça me fait presque penser, puis c'est pas du tout le même style, mais ça me fait quand même penser à la construction patiente de Elizabeth George, qui est une autrice américaine, mais qui fait des romans qui se passent en Angleterre et qui va suivre un duo de policiers. Là, on n'est pas dans le duo de policiers, mais c'est juste que j'ai toujours dit qu'elle, Elizabeth George, c'était plus de la littérature policière, donc c'est-à-dire qu'elle prend vraiment le temps de mettre en place les choses. Des fois, le crime n'arrive pas avant 100 pages potentiellement, puis l'enquête se déroule, mais l'enquête se résout pas nécessairement toujours. On n'est pas dans la résolution d'un film américain. Et c'est un peu le même principe ce que propose Eva Björg à Gisdottir. C'est pour la chute, on n'est pas dans le noir et blanc. C'est tout ce que je peux dire. Donc, ça m'a vraiment fait penser à un parallèle à ça. Là. Pas dans le sens que c'est une influence littéraire, mais juste pour moi, l'expérience était un peu la même. Donc, évidemment que ça me donnait des bons points pour apprécier mon expérience parce qu'Elisabeth George, c'est une de mes autrices préférées de policiers, une anglophone. Et voilà, donc ça s'est bien déroulé. Les sujets abordés sont très remuants. On n'est en effet pas dans le voyeurisme, on est juste dans l'évocation, mais c'est quasiment pire, à mon avis. Mais c'est correct, c'est bien fait. C'est un choix. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça, en effet, comme le disait la bibliothèque de Laurie pour tous les polars scandinaves, mais je pense pas, là, mais disons que elle, cette lignée-là, c'est vrai qu'on est plus dans la littérature policière, donc on va être complètement à l'envers, mais en même temps, on prend vraiment le temps de poser les choses, puis c'est vraiment plus comme une étude de l'humain qu'un whodunit. On n'est pas vraiment dans le whodunit. Voilà. Donc, très bonne lecture. Je viens juste de finir, fait que je suis pas encore de la misère un peu à prendre la distance nécessaire. Est-ce que je lirais les autres? Je sais pas. Ça se termine aussi sur une chute, comme je vous disais, qui n'est pas dans le noir et blanc, puis sur une chute potentiellement ouverte, comme si on apprend quelque chose par rapport à l'enquêtrice Elma, que je ne sais pas si ça va être abordé ou ça va évoluer dans les prochains romans. Ça semble quand même être des romans où l'enquête, parce que bien sûr que comme je vous dis, c'est un peu plus comme un prétexte l'enquête qu'autre chose, mais en tout cas, où l'enquête est comme indépendante dans le sens où ça va se clore quand même d'un tome à l'autre. Mais c'est sûr que je les enchaînerai pas parce que c'est quand même une ambiance assez sombre, mais c'est pas aussi sombre que je pensais. Donc peut-être qu'en effet, c'est mon niveau de sombre... de noirceur, potentiel, de glauque ou de grinçant. C'est vraiment mon niveau max, je pense, pour le polar scandinave. Mais ça me donne vraiment le goût d'en essayer d'autres. Fait que si jamais vous avez lu beaucoup de polar scandinave et que vous en connaissez d'autres qui sont un peu plus en mode de littérature policière, pas nécessairement dans le domestique, pas pour du thriller domestique, là, disons que, mais que c'est vraiment, on est plus peut-être dans l'évocation, on est dans le sombre, mais peut-être que c'est pas non plus des personnages où il n'y a aucun espoir, donc tout ça change sur eux. Souvent, c'est ça que j'avais plus vu dans le scandinave. Mais peut-être que c'est juste que je suis pas tombée dans les bons résumés. Donc, si jamais vous avez une suggestion, n'hésitez pas à la mentionner en commentaire. Je suis super intéressée. Puis, il y a peut-être d'autres mondes qui s'appelleraient d'avoir ces idées de lecture-là parce que j'ai comme envie un peu de poursuivre mon aventure dans ce genre-là. Mais pas tout de suite. Je vais me laisser respirer entre les romans. Puis sinon, ben, j'ai fait une petite acquisition minusculissime, mais que j'ai vu passer parce qu'il y a une petite vente de livres de bibliothèque usagés. Je me suis laissée emporter par le visuel et c'est Bird de Béatrice Martin Vidal. Non, Béatrice Martin Vidal. Je pense que ça doit être une française, je sais pas. Donc voilà, ça s'appelle Bird et à l'arrière, ça ressemble à ceci. Et il n'y a pas de quatrième de couverture à part Let Your Imagination Fly. Laissez votre imaginaire se déployer, disons, on va dire ça comme ça. S'envoler si on va être littéral, mais... écoutez, ça a été un total... Ben, je l'ai lu. Dans ce temps, là, c'est un livre sans texte. Qui ressemble un peu... Je vous ai montré quelques planches, mais ça ressemble un petit peu à ça. Puis ça me faisait vraiment... Ça faisait presque penser à la composition des livres de Sean Tan, si jamais vous n'en avez pas lu. Ça faisait penser, là, surtout pour ce découpage-là en petits carrés.
Ça me faisait presque penser à The Arrival, donc si jamais ça vous dit. En plus, on est dans le sans-texte pour The Arrival aussi. Je sais pas comment décrire ça. C'est parfait. C'est évidemment, je sais pas, une métaphore de quelque chose, mais on peut le prendre aussi au premier sens du terme. On va rencontrer un jeune qu'on sent qui va se préparer à un envol, donc, mais toujours en parallèle avec un oiseau. Et vers la fin, il va y avoir une chute qu'on va comprendre et qui, je vais juste je vais mettre ça comme ça, puis je vous en dirai pas plus. C'est tellement beau, j'ai pas nécessairement cherché à comprendre exactement qu'est-ce que ça voulait évoquer. Là, on parle d'imaginaire aussi, donc c'est comme si c'est un enfant qui croit que tout est possible, mais on sent aussi que il y a peut-être l'idée de laisser l'imaginaire de l'enfance se déployer. Je sais pas trop, mais écoutez, je sais pas comment vous décrire ce livre-là, à part, mais voyons comment ça se fait que vous l'avez pas déjà consulté. Ça vaut la peine, c'est vraiment excellent, excellent, excellent. En sans-texte, on peut évidemment le lire avec des enfants de différents âges. On peut peut-être supposer qu'est-ce qui se passe. La composition graphique est tellement sublime, là, comme là, peut-être que je vais vous divulgacher un peu, mais je sais pas si vous voyez le mouvement du bras de l'enfant, c'est juste tellement parfait. C'est incroyable. Alors, je suis encore sous le charme, parce que je vais le regarder comme 1000 fois. Je ne saurais pas vous le mettre en mots, mais je pense que ça vaut la peine. C'est une narration visuelle. C'est pas toujours évident de faire un découpage en narration visuelle. Là, cette fois-ci, c'est non seulement réussi, mais les illustrations sont époustouflantes d'émotion, de vérité, et c'est vraiment, vraiment, vraiment spécial. Donc, complètement sous le charme et un coup de cœur total. Alors, écoutez, pour une vente de livres usagés, excusez, jamais installé comme ça. Pour une vente de livres usagés, pourquoi pas, n'est-ce pas? Un petit dollar bien investi. Alors voilà, ça c'était ma petite lecture rapido du jour. Puis ben écoutez, je sais pas qu'est-ce qui va se passer parce qu'on est de notre côté en longue fin de semaine de congé. Donc est-ce que je vais lire beaucoup aujourd'hui ou demain? Je le sais pas. On verra. Puis là, je suis encore un peu dans l'atmosphère de Creek on the Stairs. Mais j'aurais quand même aimé ça un peu me changer mon atmosphère. Puis là, ben, je vais peut-être aller marcher. Donc, est-ce que vous roulez ou peu importe? Donc, je suis encore à la fameuse question que vous connaissez toujours. Je ne sais pas vers quelle lecture audio me diriger. Est-ce que j'en prends une courte que j'aurai une chance de terminer avant la fin de ce vlog-ci pour pouvoir vous en parler? Ou j'y vais avec mon cœur? J'ai quand même reçu en réservation de livres de bibliothèque, des livres audio de bibliothèque. J'ai reçu le plus récent Richard Osman, The Bullet That... Je vais vous le mettre ici. The Bullet That Miss, je pense. Et j'avais bien cette gang-là, mais on est encore dans le policier, mais on est dans le Cozy Mystery. Fait que je me suis dit, est-ce que je vais encore dans un policier, mais en Cozy Mystery pour me changer les idées? Est-ce que je change puis je vais dans quelque chose d'autre? Est-ce que j'ose le fameux, le fameux MC Beaton à date? Je pense vraiment pas que c'est mon autrice de prédilection, même si elle est appréciée par différents types de lecteurs. Si je me fie à Flow and Books, Petite Lectrice, plein d'autres lectrices qui lisent pas nécessairement juste de ce genre-là. Ça semble être de la romance, mais de ce côté-là, ça semble être plus comme un peu un roman historique avec un petit peu de l'humour puis de l'ironie. Donc peut-être que je pourrais tenter celui-là. Mais à date, j'ai pas eu des bonnes expériences avec MC Beaton. Donc en tout cas, bref, c'est un livre qu'elle a écrit lorsqu'elle écrivait sous le nom de plume Marion Chesney. Et elle en écrit beaucoup, elle écrit beaucoup tous ses romans de Regency, de romance et tout ça, sous cette appellation-là. Puis en anglais, c'est bizarre un peu. C'est les enquêtes de Lady Rose en français. Je vais remettre la vignette en français. C'est très rose bonbon. Ça semble pas correspondre à moi, mais on dirait que j'ai comme un peu peut-être le goût d'avoir ça en léger. On va voir. Par contre, la couverture en anglais, on est un peu ailleurs. Là. Ça s'appelle Snobbery with Violence. Puis je vais mettre la quatrième. C'est comme un peu sombre, fait que je sais pas trop. Mais bon, on verra. Donc, de toute façon, je vais vous tenir au courant comme d'habitude. Mais bref, je suis comme à mon habitude dans l'indécision totale pour la prochaine lecture audio classique. Peut-être que je vais juste lire un livre papier aussi, puis arrêter de tergiverser. Ah là là! Alors voilà. Bref, j'arrête de blablater. Puis je vous reviens quand je peux.
revenir aussitôt que ça. Alors, écoutez, j'ai décidé de lire un livre que j'ai vu passer dans les derniers mois, un album jeunesse, puis ça me titillait parce que c'est écrit par une autrice que j'ai beaucoup, qui m'a beaucoup touchée dans son roman Après Céleste. Donc, c'est écrit par Maude Nepveux-Villeneuve et illustré par Agathe Bré-Bourrette. Et c'est publié chez Les 400 coups. Donc, je vais essayer de voir si j'arrive à vous mettre la couverture, mais comme, encore une fois, je l'ai lu en numérique, des fois, mon iPad ne veut pas coopérer. Alors, voici la couverture. Et je vous ai mis quelques petites planches dans les séquences précédentes. Alors, je t'écris de mon lit, de Maude Nepveux-Villeneuve et Agathe Bré-Bourrette. C'est l'histoire de Jacob qui est atteint d'un cancer et qui va devoir rester à l'hôpital. Et en fait, c'est un album épistolaire. Donc, sa meilleure amie Zia, qui est à l'école, va décider de commencer à lui écrire, puis ils vont échanger sur leurs petits riens respectifs, donc à hauteur d'enfant. Zia va pas être intimidée par le fait que son ami est à l'hôpital dans le sens où elle va continuer à lui raconter l'école comme s'il était vraiment là. Donc, et Jacob aime beaucoup ça. Puis Jacob va un peu lui parler de l'hôpital, puis des traitements, puis de comment il vit les choses, puis il y a des gens qui sont avec lui en traitement, puis qui vont pas nécessairement survivre et tout ça, puis de ses craintes. Mais c'est fait avec tellement de justesse, puis de spontanéité, puis de fraîcheur, malgré le sujet très difficile. C'est vraiment, vraiment réussi. Je m'attendais à pas... je m'attendais à ce que ce le soit, parce que... comme je vous disais, la plume de Maude Nepveux-Villeneuve, absolument, je l'adore. Je pense qu'elle sait vraiment comment dire les choses. Là, on s'attache vraiment aux deux personnages. C'est super intéressant. L'univers visuel qui est très... de Agathe Bré-Bourrette, qui est très... comment on pourrait dire ça? On dirait que c'est des dessins d'enfants, dans le fond. Naïf, c'est ça que je voulais dire. Donc, vraiment, c'est des dessins d'enfants, donc c'est super intéressant. C'est un choix intéressant d'avoir pris ça, parce qu'on a vraiment l'impression presque qu'on a accès au carnet du quotidien, aux journaux intimes, entre guillemets, de Jacob et de Zia. C'est très touchant, ça ajoute beaucoup à tout ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que, quand même, juste pour vous dire, ça se termine bien. Ça se termine pas magiquement, mais ça se termine bien. Donc, pas d'inquiétude si jamais vous voulez le faire lire à des plus jeunes. Par contre, on cache pas quand même certaines conséquences. Donc, tu sais, Jacob va suivre la chimiothérapie, on va pas cacher la perte de cheveux, on va pas cacher le deuil de certains collègues patients qui vont décéder entre-temps. Donc, je trouve ça super intéressant, ça aborde des choses, puis ça va, je crois, aller chercher ce que j'ai pu comprendre qu'un enfant hospitalisé a besoin des fois, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas comme s'il ne comprenait pas les choses alors qu'il vit des choses pas nécessairement évidentes. Et ça me faisait un peu penser à Oscar et la Dame en rose dans ce cas-là, même si là, c'était pas des lettres à Dieu. Mais Oscar et la Dame en rose, Éric Emmanuel Schmitt, là, si jamais vous voulez entendre parler, j'en parle dans un ou deux vlogs, il me semble, précédents. Je vais peut-être essayer de voir si je me souviens de vous mettre ça dans le petit i ici, ou là, n'est-ce pas? Donc, ça faisait un peu penser à ça, mais vraiment version album jeunesse. Donc, j'ai trouvé ça super habile. Puis vraiment, n'hésitez pas. Je trouve que oui, c'est sûr que c'est un livre qui aborde un sujet particulier. Peut-être qu'il faut quand même être au courant de ça. Mais je pense quand même que c'est un livre qui, bien qu'il a potentiellement une portée éducative, on n'a pas l'impression qu'on est en train d'apprendre quelque chose, qu'on est en train d'apprendre une leçon. On apprend plutôt à découvrir deux personnages, deux humains, on dirait, qui sont vrais presque. Et puis leur vie respective. Puis ça, c'est comme si ça adonne qu'un des deux est malade, mais c'est comme si l'histoire pouvait avoir lieu, même si Jacob n'avait peut-être pas été à l'hôpital. Donc, ça veut dire qu'on y croit vraiment. C'est des protagonistes qui sont vraiment crédibles. Donc, voilà. Peut-être pas un coup de cœur, mais vraiment excellente lecture pour cet album jeunesse-là québécois que je viens tout juste de lire en numérique. Alors, voilà. C'est un petit coucou de rien comme ça pour vous tenir au courant.
Alors, me revoici en ce lundi 22 mai. Je vous reprends pour une dernière fois de ce vlog. Je croyais pas que j'allais relire finalement, mais bon, ça s'est avéré être un moment de congé assez fertile en lecture. J'ai choisi une lecture audio, mais comme je ne l'ai qu'entamée, je vais garder le suspense jusqu'au prochain vlog. Vous en apprendrez plus dans le prochain vlog, ou sinon vous pouvez me suivre sur Instagram si vous voulez avoir l'exclusivité de ce que je suis en train de lire. Donc ça, je vous en reparle à un autre moment. Sinon, j'ai accédé en fait à des copies numériques de deux autres ouvrages sur netgalley.fr. Donc, je vais vous en parler. Alors, j'ai commencé par découvrir le fameux livre, la fameuse BD, en fait, adaptation en roman graphique Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, adapté par Rodolphe et Patrice Lesourd. C'est chez Delcourt. Donc, je vais mettre la vignette. J'ai essayé de vous mettre des petites images, mais je ne sais pas si ça va avoir été concluant. Si vous ne les avez pas vues, c'est parce que c'est pas concluant. Parce que comme c'est en numérique, c'est difficile pour moi de le capter. Je suis obligée de le lire sur sur un logiciel avec un DRM parce que ce sont des PDF protégés. Donc voilà, on verra. Là, je ne sais pas si je vais vous en montrer ou pas, mais bref. Donc, adaptation en roman graphique du fameux roman Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Je dois me confesser, j'ai jamais lu Jules Verne. J'ai toujours voulu lire Jules Verne, mais j'en ai jamais lu. Puis Voyage au centre de la Terre, c'est un de ceux qui me fascinait, celui-là, puis de la Terre à la Lune. Donc, c'est pour ça que j'avais été un petit peu interpellée par cette adaptation-là. Également par l'univers visuel qui était proposé, qui est tout en teinte sombre, avec un univers un peu steampunk, puis une proposition assez audacieuse, c'est-à-dire que ce livre-là a été adapté, il va être une zoologie, donc ça c'est le premier tome. Je ne sais pas si on va exactement jusqu'à la moitié du roman parce que je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous dire si c'est fidèle ou pas au roman. Mais ça va prendre place dans un monde où l'anthropomorphisme est de mise, donc un monde qui est peuplé de lapins. Donc notre monde d'aujourd'hui, mais tous les lapins se comportent comme des humains. Donc, le personnage principal est un lapin et blablabla, mais ça reprend quand même l'histoire de Jules Verne. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Jules Verne, du livre Voyage au centre de la Terre, voici ce qui est proposé comme résumé par l'éditeur. À Hambourg, le professeur Lidenbrock, géologue mondialement réputé, rentre chez lui particulièrement excité après avoir fait une découverte intrigante. Un parchemin caché dans la reliure d'un ouvrage récemment acheté lui narre l'aventure d'un savant qui serait allé au centre de la Terre. Il se met alors en route pour l'Islande avec sa nièce pour refaire ce voyage extraordinaire. Donc, on est vraiment dans l'aventure. On est bien sûr un peu dans la science-fiction. Puis on est vraiment, comme je vous dis, dans le côté steampunk parce qu'on est vraiment avec les machines à vapeur. Et puis ça, c'est très bien retransmis par la proposition visuelle qui a été faite. Donc, comme je vous dis, on est vraiment comme dans une autre hypothèse. Et puis, ma foi, l'adaptation, elle est très, très juste. Donc, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Le roman de Jules Verne est quand même un roman, c'est pas un gigabrick, mais c'est quand même considérable. Et j'avais peur un peu, comme on a toujours pour les adaptations en roman graphique, que ce soit super dense. Et c'est pas le cas, c'est-à-dire que ça a été très, très, très bien fait. La scénarisation, le découpage, et puis bien sûr, la proposition visuelle qui a été faite, c'est parfait. C'est pas trop chargé, on semble reprendre l'essentiel de l'action. On va vite dans l'action, parce qu'évidemment, c'est une BD de 48 pages, puis ça va être une zoologie, donc il faut vraiment qu'on accélère. Mais on perd pas la mise en contexte, on perd pas la découverte des personnages. On a rapidement la mise en contexte est faite et on comprend rapidement qu'est-ce qui va se passer. On arrive bien à détecter les personnages, leurs caractères. On n'est donc pas trop surpris par les interactions qu'ils vont potentiellement avoir après ça au fur et à mesure de l'aventure. Puis là, je ne sais pas si dans le roman de Jules Verne, c'était comme ça. Mais dans cette adaptation BD-là, le professeur Lidenbrock part avec sa nièce dans une époque où lui, il aurait aimé avoir un neveu parce qu'il avait l'impression que le neveu aurait pu l'aider à reprendre les études scientifiques. Puis à cette époque-là, on parle ici du début du 19e siècle, c'était pas... les femmes étudiaient pas. Mais la nièce fait tout pour être à la hauteur de comme si elle était un neveu. Et elle va partir avec lui. Donc, il y avait quand même une petite dimension un peu, peut-être pas féministe, mais disons d'émancipation de la femme. Je ne sais pas du tout si c'est dans le roman de Jules Verne, mais bon, dans l'adaptation, c'est là.
Écoutez, j'ai vraiment adoré ça. Ça s'est terminé. Évidemment, ça se termine sur un cliffhanger. On va donc les suivre. Le résumé fait vraiment... le résumé que je vous ai lu, c'est pas mal le contenu de la BD. Il va y avoir d'autres personnages, bien entendu, qui vont entrer en ligne de compte quand on va être rendu en Islande. Mais ça se termine sur une situation où on se demande qu'est-ce qui va se passer avec un des personnages principaux. Et je vous en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas lu ça. Et ce que ça m'a donné le goût, en fait, c'est que, premièrement, le deuxième tome de cette BD-là sorte vite parce que j'ai vraiment le goût de lire la suite. Et de lire le fameux roman de Jules Verne. Ça m'a vraiment donné envie de lire le Jules Verne. Et je sais pas, peut-être que là, l'adaptation de roman graphique a été tellement comme bien conçue que ça m'a donné envie de lire un Jules Verne qui est peut-être pas aussi hop la vie, disons, que cette BD-là, mais c'est pas grave. Donc, excellente découverte. Pas un coup de cœur, mais presque, dans le fond. Donc, chez Delcourt, si jamais ça vous dit, vraiment belle proposition. Là, je vois qu'en Europe, c'est paru, je crois, déjà. C'est paru le 10 mai. Donc, probablement qu'au Québec, c'est pas encore paru. Je vais essayer de voir si je suis capable de vous trouver l'information. Alors, après quelques recherches, ce que je peux voir, c'est que ça vient de paraître en Europe le 10 mai et l'apparition est prévue pour le 31 juillet ici, de ce côté-ci de l'océan. Mais manquez pas ça, ça va être... c'est en plein été, mais ça vaut vraiment le coup, je vous dis. J'ai adoré ça. Puis bon, au début, je me demandais comment j'allais gérer le fait que ça avait été adapté puis que tous les personnages étaient des lapins. Mais bon, on s'habitue. Ça enlève absolument rien à l'histoire. Donc, très belle découverte d'adaptation en roman graphique. Je sais que Rodolphe en a fait beaucoup. L'auteur, c'est un nom de plume. Des adaptations en roman graphique, de ce que je comprends après avoir lu tout ça. Mais vraiment, la proposition visuelle de Patrice Lesourd était vraiment aussi... elle va contribuer beaucoup à ce qu'on profite de cette histoire-là, puis à ce qu'on entre dans cette espèce d'ambiance-là. D'un début 19e siècle au sein duquel on aimerait bien évoluer. Donc voilà pour ma lecture de cet opus-là. Donc ensuite, j'ai eu accès à un autre livre, c'est un album jeunesse complètement foufou que j'ai adoré. Puis malheureusement, j'ai pas de date de parution pour le Québec. Ça indique pas en stock, peut-être qu'il était déjà prévu pour être paru, finalement non. Je sais qu'en Europe, je crois que c'est déjà paru par contre. Est-ce qu'on a une date de parution? Oui, ça vient de paraître en Europe, donc le 3 mai. Alors, bon, de ce côté-ci, ça ne devrait pas trop tarder. Alors, le fameux livre, c'est Patatras au royaume de Tralala. Et c'est une œuvre de Gargalo Mathieu, non, Mathieu Gargalo et Lucie Brion. Et c'est chez Sans Dessus Dessous. Écoutez, c'était extraordinaire. On est ici dans un conte revisité, une relecture de conte, une lecture interactive. En gros, au royaume de Tralala. C'est une espèce de royaume typique de conte de fées. Il y a un roi qui bougonne, il y a une princesse qui soupire, il y a un chevalier qui est chevaleresque, il y a un chaperon rouge qui livre des galettes, puis il y a un loup qui rôde. On est vraiment dans le typique. Et tout va bien, tout est sous contrôle, jusqu'à ce qu'à un moment donné, des gros tremblements viennent complètement faire tout tomber, tout bouleverser l'ordre des choses. Puis ça finit par se répéter plusieurs fois, puis personne ne sait exactement qu'est-ce qui s'est passé. On essaie de trouver des solutions. Plusieurs personnages dans le royaume vont tenter de faire cesser ces tremblements-là, mais ça ne va pas vraiment fonctionner jusqu'à ce que le fameux méchant loup arrive et réussisse à détecter quelque chose qui fait en sorte qu'il va pouvoir trouver une solution. Alors, je vous en dirai pas plus parce que ça fait partie aussi du plaisir de ce livre-là. Mais en gros, sachez que on va voguer sur les conventions des contes classiques. On va un petit peu en rire gentiment. On va les bousculer pas mal. On va également interpeller le lecteur directement. Donc, on va percer le quatrième mur. On va faire réaliser au lecteur le rôle qu'il a comme lecteur, son impact sur l'action. Donc, ça vous en dit un petit peu quand même. Donc, on est vraiment ici dans une narration interactive. C'est pas un cartonné, là, ça s'adresse quand même, à mon avis, parce que c'est quand même assez long comme histoire. Là, je dirais que c'est peut-être du 3-7 ans, peut-être, ou 3-6 ans. Bon, évidemment, c'est structure répétitive, donc on sent vraiment que ça a été pensé pour les petits, mais c'est quand même assez long comme histoire, donc ça peut aller jusqu'à, à mon avis, une bonne partie du préscolaire. Puis c'est tellement savoureux. Donc, l'histoire en tant que telle, très bien ficelée. Oui, on peut se douter un peu de ce qui va se passer, mais c'est tellement bien fait. Les dessins de Lucie Brion qui sont très naïfs, un peu à gros traits,
Ça ajoute vraiment quelque chose à l'expérience parce qu'en fait, il y a plein de détails partout. Donc, on peut vraiment essayer de voir qu'est-ce qui va se passer. Les personnages ne se tiennent pas nécessairement dans leur position typique dans une case d'illustration. Donc, c'est vraiment complètement déjanté. Et puis, écoutez, c'était un plaisir de lecture complet. Je pense que pour les plus petits, pour les plus grands, allez-y. Donc, Patatras au royaume de Tralala, ça vaut le coup. C'est à mon avis, ça va devenir un incontournable, peut-être même enseigner avec la littérature jeunesse, parce que vraiment, on est dans quelque chose qui va permettre aux enfants de comprendre à la fois un peu la structure d'une histoire, la structure d'un conte et le principe de la lecture et de l'interaction avec l'objet livre. Donc vraiment, ça vaut le coup. Donc c'était mes 2 dernières lectures du fameux vlog. C'était des lectures que j'ai eu accès sur NetGalley, puis je suis bien, bien, bien contente que les éditeurs aient accepté de les mettre en accès pour moi. Puis écoutez, j'ai juste hâte de les avoir en main et de voir à quoi ça ressemble, mais ça vaut vraiment le coup. Notez-les. Ici, de ce côté-ci de l'océan, ils ne sont pas encore parus, mais ça vaut vraiment la peine. Donc, notez les titres de ces 2 livres-là. Je vous le dis, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Alors voilà, sur ces bonnes paroles, je vais clore ce vlog ici parce que sinon, hein, on va encore être là. Je parle à mon chat avec son air qui me méprise un brin du haut de ses moustaches. Alors, alors je vais conclure, comme je disais. Et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous manifester à la fois en commentaire ou en me donnant du soutien par les pouces en l'air ou les abonnements, bien entendu. D'ici à ce qu'on se revoit, ben, comme d'habitude, je vous souhaite des super belles lectures. N'hésitez jamais à me les partager. Je trouve ça tellement chouette d'échanger avec vous. Et puis, ben, écoutez, on va se dire à la prochaine avec plaisir.